vous lire un petit texte, je vous en dirai l'auteur après. Tout roman habite l'écart entre la chose rêvée et la matière obtenue. L'œuvre est le fruit d'une défaillance perpétuelle. En surmontant le dégoût de ne jamais dire ce que nous voulions dire, quelque chose s'écrit à notre insu. Cette catastrophe, au miracle, n'en était pas une. La collection des accidents, l'enfilade des déceptions parviennent peu à peu à bâtir une pensée qui nous est propre, mais dont nous ignorions tout. C'est en errant qu'on crée, c'est en glissant qu'on édifie. Ceux qui se proposent trop de plans, de schémas, de règles, de structures peuvent accoucher de chefs-d'œuvre, mais ils se privent de l'énigmatique éclosion d'une plénitude inattendue, de la possibilité de faire jaillir par le jeu de l'inaboutissement perpétuel et du gauchissement des élans un univers qui leur doit tout et qui semble avoir été créé par un autre. Après la génétique du roman, la génétique du roman de Proust, nous voici deux romanciers. Nous avons imaginé une histoire, nous l'avons conduite, nous nous sommes peut-être égarés, nous nous sommes rattrapés, nous sommes des écrivains qui ont réussi à faire un objet qui s'appelle un roman. Et ce mot roman est certainement très différent, un peu différent entre ce que je pense être un roman et ce que Pierre Assouline pense être un roman. Si nous devons avoir quelque chose en commun, c'est que nos deux romans sont des huis clos, nos deux romans sont des voyages, nos deux romans sont politiques et alors Pierre. C'est drôle parce que, en te lisant, donc la cécité des rivières, chez Gallimard, on va en reparler bien sûr, je n'ai pas eu le sentiment du huis clos. Pourtant, j'y suis très sensible parce que je suis obsédé, étant claustrophobe, par les huis clos, et que mon livre s'inscrit après Sigmaringen, qui était un huis clos dans un château, et Lutetia, qui était un huis clos dans un hôtel. Et Les Invités, qui était un huis clos dans un appartement du 7e arrondissement. Donc, ça me poursuit. Hein. Bon, tous les claustrophobes ici le diront. Quand on rentre dans un immeuble, on se demande déjà quelle est la hauteur des escaliers, quoi, puis à quel étage habite la personne. Et donc, je n'ai pas eu ce sentiment parce que ce n'est pas oppressant. La lecture de ton roman n'était pas oppressante. On n'est pas prisonnier dans quelque chose. C'est pour ça que j'étais surpris que tu fasses cette analogie entre les deux à partir du livre. Je précise le détail, dans mon roman, ces 4 personnages, ils sont 4 et 3, 7 personnages enfermés dans 2 voitures, et les changements, c'est quand ils changent de place. Alors évidemment, on peut penser que ce qui se passe à l'extérieur est des livres de l'intériorité des échanges. Voilà. Et dans le tien, dans ton roman, c'est une croisière. Et déjà, lorsqu'on monte l'échelle de coupé et qu'on se trouve sur un pont, déjà une certaine oppression. On va manger avec les mêmes personnes, on va rencontrer les mêmes personnes, on va nager avec les mêmes personnes. Et
le bonheur, pour un écrivain, le bonheur du huis clos, c'est la nécessité de s'en échapper par d'autres formes, évidemment. À partir du moment où on propose un lieu clos, il faut évidemment s'en échapper. Et comme tout écrivain s'échappe d'une histoire par un récit et qui dépasse l'histoire. Oui, c'est pas seulement s'en échapper, hein, c'est aussi se poser un problème. C'est-à-dire, c'est un problème de dramaturgie. En fait, pour moi, un huis clos, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre. Et pour cause, mais l'intérêt de ce genre de roman, à mes yeux, c'est que ça convoque la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Unité de temps, en ce qui me concerne, ça se passe pendant 4 mois en 1932. Unité de lieu, ben, c'est un paquebot. Ça a beau traverser l'océan Indien, parce qu'il fait la ligne Marseille-Yokohama et retour, c'est quand même, le lieu est unique, puisque c'est le paquebot. Et unité d'action, parce que dans une croisière, les gens n'arrêtent pas de se croiser, de parler, de s'affronter, de s'aimer, de s'écouter, etc. Mais je parlais de ton livre, parce que, bon, évidemment, il m'a touché, il m'a plu, il m'a appris des choses. Là, vous assistez, on n'a rien préparé. Hein. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de répétition. Mais on ne sait pas ce qu'on va se dire, ni rien. C'est une conversation, d'abord entre amis, mais c'est une conversation entre écrivains qui déjeunent quand même une fois par mois ensemble à l'Académie Goncourt, chez Drouin, il faut quand même le dire. Donc on ne se découvre pas, ça fait des années qu'on se voit et qu'on se connaît. J'ai remarqué une chose, quand 2 écrivains se rencontrent, et qui sont amis, et qui bavardent en privé, de quoi parlent-ils? Ils parlent cuisine. Mais attention, je ne parle pas de nourriture. Quand ils parlent cuisine, ça veut dire de la cuisine des écrivains. Et la cuisine des écrivains, c'est quoi? C'est quand on va écrire un roman, on se pose des problèmes du type quel temps employer? Le passé ou le présent? Ça n'a l'air de rien, mais on peut tourner pendant 1 an autour de ça. Quel temps employer? Et deuxièmement, aussi fondamental que le temps, qui parle? Est-ce que c'est un narrateur omniscient, il ou elle? Ou est-ce que c'est je? C'est une grande différence, ça change tout. Eh bien, si on n'a pas résolu ces 2 problèmes, on ne peut pas avancer. On prend des notes, on fait un tas de choses, mais on ne peut pas attaquer l'écriture, parce que si on se trompe par rapport à notre projet, avec ces 2 questions-là, ben, tout est fichu. Donc, il ne faut pas se tromper. Alors, moi, je commence toujours la lecture d'un roman par ce qu'on appelle le paratexte. Il y a le texte et puis il y a tout ce qui est autour. Ce n'est pas du tout anodin par rapport au texte. Première chose, j'ai trouvé ton titre magnifique. La cécité des rivières. Ah, je me dis, j'espère qu'il y a une explication quelque part, parce que c'est beau, c'est poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'explication, enfin non, c'est pas l'explication. Il y a un personnage qui l'évoque, page 28, enfin vous le verrez bien, 23. Peu importe, toi-même tu vas en dire quelque chose. Tu vas en parler ou pas du titre? Oui, je peux en parler. Tu veux que j'en parle? Allez, parce que moi ça m'a à la fois interpellé, intrigué. Bon, c'est... Il se passe avec ce titre qui est vraiment extraordinairement poétique. Ce qui se passe dans mon roman quand la journaliste qui ne comprend rien à ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle est trop jeune pour connaître l'Afrique. C'est une traversée du Cameroun. L'île Centrafrique. Il débouche sur la Centrafrique, c'est une traversée du Cameroun, c'est 500 km qu'ils vont faire en 4x4, comme ça. La journaliste qui accompagne le prix Nobel de médecine, elle entend le prix Nobel dire le mot la cécité des rivières. Et il le dit à propos de la lumière qui ne traverse pas l'eau du fleuve. Et elle est, comme moi, absolument enchantée. Elle dit c'est tellement beau, et elle s'arrête là. Or, ça a plusieurs sens. D'abord, la cécité des rivières, c'est la traduction de l'anglais d'une maladie qui s'appelle onchocercose, c'est d'être aveugle. C'est cette maladie qu'on a
trappes au bord des fleuves, et qui faisait que tout le village devenait aveugle, et puis changer de lieu, et puis oublier une génération, une très courte génération, ce qui l'avait rendu aveugle, revenait sur les bords et redevenait aveugle. Et maintenant, c'est soigné avec de l'ivermectine, le professeur Raoult le dira. Mais la cécité des rivières, et ça c'est une correctrice qui m'a dit, votre roman, c'est comme s'il y avait deux rivières l'une sur l'autre, et de temps en temps, il y a une rivière qui fait surface et qui prend le pouvoir sur l'autre. Et puis la cécité des rivières, c'est un peu toute l'histoire de notre vie psychique. Nous vivons dans une sorte de cécité de notre vie intérieure, et quelquefois nous sommes absolument surpris parce que ce qui surgit comme une rivière de nous. Et voilà, et donc le roman va être absolument écrit dans des passages où les personnages prennent conscience, où les personnages sont aveugles à la situation politique, où ils sont aveugles à leur enfance. Et évidemment, ce que la rivière recouvre, c'est l'enfance de l'autre. Alors justement, c'est marrant, parce que tu as prononcé l'enfance, et dans le deuxième élément de paratexte, c'est l'épigraphe, qu'on appelle improprement l'exergue. Eh bien, dans l'épigraphe que tu as choisi, c'est jamais anodin, une épigraphe. Bon, si vous voyez 4 citations, c'est anodin, parce que c'est beaucoup trop. Et c'est généralement un effet de cuistrerie de la part de l'auteur. En général, il y a toujours Schopenhauer, Hegel, enfin, c'est rarement... ils ne comprennent pas que ça annule l'effet. Il en faut une, maximum 2, mais 4, 5 ou 6, ça n'a pas de sens. Il faut choisir. Et toi, tu as choisi, donc, un extrait de l'Africain de Clésio. En le découvrant, je me suis dit, ça ne m'étonne pas. Parce que pour moi, tu es une Africaine. Hein. Je suis aussi un petit peu. Enfin, le Nord, c'est autre chose. Mais je sais à quel point l'Afrique est importante pour toi, parce que Paul a écrit un quarto. Enfin, oui, tu as aussi écrit dans ce quarto, les Afriques. Comme Proust. C'est un de leurs nombreux points communs. Bon, eh bien, l'Afrique est importante, et justement, dans cet exergue tiré de l'Africain de Le Clésio, il utilise l'expression « ma mémoire d'enfant ». Ça me renvoie à la fameuse citation de Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et on n'en sort jamais. C'est l'impression que j'ai eue en te lisant, c'est qu'on n'en sort pas. Ce que je voudrais dire sur Le Clésio, c'est très ambigu, Le Clésio. Le Clésio a été mon premier lecteur. Mon premier roman était sur la table des refusés aux éditions Gallimard, parce qu'il avait été apporté par mon beau-frère, l'écrivain Pierre Bourgeard, qui m'avait dit qu'il me ferait rentrer dans cette maison d'édition en emportant mon manuscrit et en le recommandant. Et il a tellement bien recommandé qu'il l'a porté directement à Odette Legge en lui disant « c'est nul, vous pouvez déjà le renvoyer ». Donc Odette Legge a posé le livre sur la table des refusés, et Le Clésio est entré et il est tombé amoureux du titre. Et le titre, c'était « Vous régaler ». Il écrira un livre plus tard qui aura à peu près la même consonance. Il l'emporte, il le lit, il écrit une lettre absolument magnifique en disant « ne laissez pas partir cet écrivain ». Et c'est comme ça que j'ai lu successivement Le Clésio, Michel Tournier, Pascal Quignard comme éditeur. Il y a pire, hein. Oui. Et j'étais très gênée d'avoir quelqu'un comme Le Clésio qui me disait son admiration. Alors que moi, je n'admirais pas Le Clésio, mais que je peux dire d'une certaine façon que je le trouve assez romantique, d'une façon assez
molle, un peu sentimentale, avec un peu trop de bons sentiments. Et j'étais donc en face de quelqu'un qui me disait « je vous admire ». Et moi, je lui disais « je vous admire aussi par toute vitesse », mais pas véritablement du cœur. Et puis un jour, il écrit un chef-d'œuvre. Et son chef-d'œuvre, c'est un très court livre qui s'appelle L'Africain. Et c'est sur son enfance avec ce père médecin militaire, cette espèce de dureté de vie, cet ennui, et là, brusquement, je me dis, mais il a vécu absolument ce que j'ai vécu. Pour la bonne raison que nos pères se sont succédés. Ils se sont succédés en Guyane, ils se sont succédés en Afrique à quelques années d'intervalle. Le plaisir a quelques années de plus que moi, en fait. Donc nos pères avaient quelques années. Son père était anglais et donc avait fait des guerres coloniales aussi. Et donc le plaisir marquait dans des notes en disant que ces hommes qui ont fait la guerre et qui sont revenus et qui ont été si violents pour leur famille, qui ont été si violents et si enfermés, personne ne leur a porté secours. Je veux dire qu'il y a eu des guerres, mais il y a eu des soldats perdus, il y a eu des gens qui ont été, comme le dit le merveilleux écrivain Nodelman, il y a eu des fous de guerre. Et il y a eu des enfants qui ont été les enfants des fous de guerre. Et c'est ce à quoi je rends hommage. Alors, l'hommage dans ton livre est, je vais dire, très clair, oui, très clair, mais il n'y a pas que la guerre. Parce que l'Afrique, c'est aussi la colonie. Et la façon dont tu en parles, à un moment, je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas trop de tweetophiles de MeToo dans la salle, parce que sinon, t'es fichu là. Mais il y a un moment, tu dis, enfin, c'est page 35, enfin, le mot colonie ne faisait peur à personne. Aujourd'hui, c'est un mot criminel. On voit le chemin parcouru. Mais quand on te lit, pas seulement ce livre-là, mais tes livres sur l'Afrique, heureusement, on n'a pas le sentiment que tout Européen, tout Français en Afrique à l'époque soit un criminel. Bon, alors, d'abord parce que tout se passe à partir d'hôpitaux, de médecins, qui quand même... j'ai cherché très peu d'archives sur le Cameroun, mais il se trouve que la personne qui nous a légué notre appartement, notre appartement, avait été au Cameroun aux mêmes dates où j'y étais. Quand j'étais enfant, elle était jeune femme et elle avait gardé des annuaires du Cameroun des années 50, etc., avec tout ce que faisait la colonisation, l'administration coloniale, la médecine, l'élevage, les barrages sur les fleuves, etc. Et on a l'impression, à travers ces annuaires, de provinces françaises extraordinairement bien organisées, et à l'intérieur de ça, un maillage médical qui nous ferait envie actuellement quand on cherche un médecin. Je veux dire, il y avait des hôpitaux, c'était à 50 km les uns des autres, il y avait l'hôpital principal, il y avait cette espèce de maillage que nous ne possédons plus en France actuellement. Hein, et à travers les annuaires, c'était quand même la gloire de la France, à travers ces annuaires, on avait l'impression à la fois de quelque chose de bien administré et quelque chose comme s'il n'y avait pas de différence avec une province française. Voilà. Donc, qui partait aussi, dans les fonctionnaires qui partaient, il y avait ces médecins qui acceptaient de passer 4-5 ans hors de France avec des salaires extrêmement moyens et aussi sans week-end, hein, sans vacances de Noël, sans vacances de Pâques, sans grandes vacances, de nuit, de jour. On opère, mais on arrache les dents. On ampute, mais on accouche. Et la plupart du temps, comme ils étaient jeunes, on perd sa femme, parce qu'on accouche sa femme. Et on l'accouche, et elle meurt parce
quelquefois, il y a des hémorragies. Qu'est-ce qu'on fait quand la jeune femme a une hémorragie? On va l'enterrer au bout du jardin. Alors, moi qui ai eu des rapports si difficiles avec mon père, si difficiles, je me dis aussi que c'était des vies qui étaient des vies que personne ne pourrait vivre maintenant. Hein. Et même les humanitaires de maintenant, à qui ils ressemblaient assez à l'époque, hein. Les humanitaires de maintenant n'accepteraient pas de vivre dans les conditions dans lesquelles ces gens ont vécu. Et je ne parle pas des conditions de vie des enfants de ces gens qui n'avaient pas accès à l'école. On apprenait à lire tout seul. On n'avait pas de livre pour enfants. Mais on se débrouillait et on nous disait « Tu as de la chance parce que tu as à manger à midi et que tout le monde n'a pas à manger à midi. Et pour le reste, tu passeras ton concours, parce qu'il y avait à l'époque un concours d'entrée en 6e, tu passeras ton concours et si tu es reçu, on te mettra en pension. Et tu ne verras pas tes parents pendant 10 ans. » C'était ça la vie. Et il y a les fous de guerre, il y a les enfants des fous de guerre, et puis il y a les enfants aussi des petits-enfants. Les petits-enfants des coloniaux. Hein. C'était pas faire de la pirogue tranquillement sur le fleuve. Sainte Marguerite Duras le raconte bien,